Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le meunier et son fils et l'âne, fable 1 des fables de La Fontaine, livre 3e. L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La Feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé. Autrefois, à Racan, Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de Salyre, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoin, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus, contenter tout le monde. Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là? Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier à ces mots connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passent 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put. Oh là, oh, descendez, que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait la quai à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte, quand 3 filles passant, l'une dit, c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne, et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après maints colibés coup sur coup renvoyés, l'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une 3e troupe trouve encore à gloser. L'un dit, ces gens sont fous. Le baudet n'en peut plus, il mourra sous leurs coups. Et quoi? Charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit, est-ce la mode que baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit. Beau trio de baudets. Le meunier est parti. Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Et que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens en parleront, n'en doutez nullement. Fin de la fable 1, livre 3e, le meunier, son fils et l'âne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par FEP. Fable de La Fontaine, livre 3e de Jean de La Fontaine. Fable 2, les membres et l'estomac. Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage. À la voir d'un certain côté, messer Gaster en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent.
De travailler pour lui, les membres se lassant, chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme. Et pour qui? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit. Les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux, à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement tout tire d'elle l'aliment. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat. Maintient le laboureur, donne paix aux soldats, distribue en 100 lieues ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Ménénius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'il avait tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité. Au lieu que tout le mal était de leur côté. Les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors des murs était déjà posté. La plupart s'en allaient chercher une autre terre, quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue, insigne entre les fables, les ramena dans leur devoir. Fin de la fable 2. Les membres et l'estomac. Le loup devenu berger, fable 3 des fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau ». Sa personne étant ainsi faite et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire, et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire, il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup dans cette esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir ni se défendre. Toujours par quelque endroit fourbe se laisse prendre. Quiconque est loup agit sans loup, c'est le plus certain de beaucoup. Fin de la fable 3, livre 3e, le loup devenu berger. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fable 4 du livre 3 des fables de Jean de La Fontaine. Enregistré par Sicoré pour LibriVox.org. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leurs clameurs firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gent marécageuse, gent fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les champs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau,
de qui la gravité fit peur à la première, qui de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière, et leur troupe à la fin se rendit familière, jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue !» Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et Grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire « Et quoi, votre désir à ces lois croit-il nous astreindre ? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement. Mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci, contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. » Fin de la fable 4. Les grenouilles qui demandent un roi. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard et le bouc. Fable 5 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc: « Que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi, mets-les contre le mur. Le long de ton échine je grimperai premièrement, puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai. Après quoi je t'en tirerai. » « Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts, car pour moi j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Fin de la fable 5. Le renard et le bouc. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'aigle, la laie et la chatte. Fable 6 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org. L'aigle avait ses petits au haut d'un arbre creux, la laie au pied, la chatte entre les deux. Et sans s'accommoder, moyennant ce partage, mères et nourrissons faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit: « Notre mort, au moins de nos enfants, car c'est tout un Homère, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fouiller incessamment cette maudite laie et creuser une mine. C'est pour déraciner le chêne assurément, et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurés. S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. Au partir de ce lieu, qu'elle remplit de crainte. La perfide descend tout droit à l'endroit où la laie était en gésine. « Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire. Son courroux tomberait sur moi. Dans cette autre famille, ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir, ni pourvoir aux besoins de ses petits, la laie encore moins. Saute de ne pas voir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent, pour secourir les siens dedans l'occasion. L'oiseau royal, en cas de mine,
La laie en cas d'irruption. La faim détruisit tout. Il ne resta personne, de la gent Marcassine et de la gent Aiglone, qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats. Que ne sait point ourdir une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse. Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qu'à meilleur droit tout l'univers à bord, c'est la fourbe, à mon avis. Fin de la fable 6. L'aigle, la laie et la chatte. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'ivrogne et sa femme, fable 7, des fables de La Fontaine, livre 3e, enregistré pour LibriVox.org par M. Kerly. Chacun a son défaut, où toujours il revient, honte ni peur ni remédie. Sur ce propos, d'un conte il me souvient, je ne dis rien que je n'appuie. De quelque exemple, un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course, qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau, là les vapeurs du vin nouveau, cuvèrent à loisir. À son réveil il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps, un luminaire, un drap des morts. « Oh, dit-il, qu'est-ce ceci? Ma femme est-elle veuve? » Là-dessus son épouse, en habit d'alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu? dit-il à ce fantôme. « La cellérière du royaume, de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'enclôt la tombe noire. Le mari repart sans songer, tu ne portes point à boire? » Fin de la fable 7, l'ivrogne et sa femme. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La goutte et l'araignée. Fable 8 des fables de La Fontaine, livre 3e, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, « Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases étroites, et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés? Je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici 2 bûchettes. Accommodez-vous, ou tirez. Il n'est rien, dit l'araignée, aux cases qui me plaisent. L'autre, tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, s'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant « Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme, ni que dans déloger et faire mon paquet, jamais Hippocrate me somme. » L'araignée cependant se campe en un lambris, comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie. Travail à demeurer. Voilà sa toile ourdie, voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage. Autre toile tissue, autre coup de balai. Le pauvre bestion tous les jours déménage. Enfin, après un vain essai, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse 1000 fois que la plus malheureuse araignée. Son hôte la menait tantôt fendre du bois, tantôt fouir, ouer. Goutte bien tracassée est, dit-on, à demi pensée. « Oh, je ne saurais plus, dit-elle, y résister. Changeons, ma sœur l'araignée. » Et l'autre, d'écouter, elle la prend au mot, se glisse en la cabane. Point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte, d'autre part, va tout droit se loger chez un prélat, qu'elle condamne à jamais du lit ne bouger. Cataplasme, Dieu sait. Les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte, et fit très sagement de changer de logis. Fin de la fable 8. La goutte et l'araignée. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup et la cigogne. Fable numéro 9 des fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par J.C. Guan.
Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de frairie, se pressa, dit-on, tellement, qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup qui ne pouvait crier. Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire, dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. » Fin de la fable numéro 9, le loup et la cigogne. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion abattu par l'homme, fable 10 des fables de La Fontaine, livre 3e, enregistré pour LibriVox.org. On exposait une peinture où l'artiste avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardants en tiraient gloire. Un lion en passant rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire. Mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus, si mes confrères savaient peindre. » Fin de la fable 10, le lion abattu par l'homme. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le renard et les raisins. Fable numéro 11 des fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par J.C. Guan. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Fin de la fable numéro 11, le renard et les raisins. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cygne et le cuisinier. Fable numéro 12 des fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par J.C. Guan. Celui-ci pour son goût. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison, des fossés du château faisant leur galerie, tantôt on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne, et le tenant au cou, il allait l'égorger puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris, et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi, je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe? Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. Fin de la fable numéro 12, le cygne et le cuisinier. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup et les brebis. Fable numéro 13 des fables de La Fontaine, livre 3e, enregistré pour LibriVox.org par J.C. Guan. Après 1000 ans et plus de guerre déclarée, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maints habits. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc, on donne des otages. Les loups, leurs louveteaux, et les brebis, leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie.
ils vous prennent le temps que dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas, étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui, sur leur foi, reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi? Fin de la fable numéro 13, Le loup et les brebis. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion devenu vieux. Fable 14 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par Maria Tafidis. Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, charge ses dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte. Qu'en voyant l'âne même à son antre accourir, « Ah, c'est trop, lui dit-il. Je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir des atteintes. » Fin de la fable 14, Le lion devenu vieux. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Philomèle et Progné. Fable numéro 15 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par J.C. Guan. Autrefois, Progné l'hirondelle de sa demeure s'écarta, et loin des villes s'emporta, dans un bois où chantait la pauvre Philomèle. « Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous? Voici tantôt 1000 ans que l'on ne vous a vue. Je ne me souviens point que vous soyez venue, depuis le temps de Thrace, habiter parmi nous. Dites-moi, que pensez-vous faire? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire? » « Ah, reprit Philomèle, en est-il de plus doux? » Progné lui repartit. « Et quoi? Cette musique, pour ne chanter qu'aux animaux, tout au plus à quelques rustiques? Le désert est-il fait pour des talents si beaux? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles. Aussi bien, en voyant les bois, sans cesse il vous souvient que Thérée, autrefois, parmi des demeures pareilles, exerça sa fureur sur vos divins appas. Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. Fin de la fable 15, Philomèle et Progné. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La femme noyée. Fable 16 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par Sicoré. La femme noyée. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit dans cette fable d'une femme qui dans les flots avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps, pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient, ignorant l'accident. Ce mari donc leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace. « Nulle, reprit l'un d'eux,
Mais cherchez-la plus bas, suivez le fil de la rivière. Un autre repartit. Non, ne le suivez pas, rebroussez plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autre sorte. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison. Mais que cette humeur soit, ou non, le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut, encore par-delà. Fin de la fable 16. La femme noyée. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La belette entrée dans un grenier. Fable numéro 17 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par J. Séguin. Damoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galante fit cher lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà, pour conclusion, grasse, maflue et rebondie. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser, et croit s'être méprise après avoir fait quelques tours. C'est, dit-elle, l'endroit. Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit: Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il vous faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres, mais ne confondons point par trop approfondir leurs affaires avec les vôtres. Fin de la fable numéro 17, la belette entrée dans un grenier. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat et un vieux rat. Fable 18 des Fables de La Fontaine, livre 3e, enregistré pour LibriVox.org. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteur, que ce chat exterminateur, vrai cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort aux rats, les souricières, n'étaient que jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher, se pend la tête en bas. La bête scélérate, à de certains cordons, se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage, égratigné quelqu'un, causé quelque dommage, enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant font 4 pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant. Ces tours de vieille guerre, et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toutes au logis. Il prophétisait vrai. Notre maître Métis, pour la seconde fois, les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisé, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La gent trotte menue s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour. Même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille.
s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui, j'approuve sa prudence. Il était expérimenté. Il savait que la méfiance est mère de la sûreté. Fin de la fable 18, Le chat et un vieux rat. Fin des fables de La Fontaine, livre 3e. Cet enregistrement fait partie du domaine public.